Magic était son surnom. Un pilote qui a fait rêver des millions de personnes à travers le monde, et en particulier au Brésil, sa terre natale. Un pilote redoutable et redouté de ses pairs sur la piste. Un pilote au style de pilotage agressif mais élégant. Un pilote clivant mais attachant. Un pilote magique, comme son surnom. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes le 1er mai 2024 et 1er mai oblige, aujourd'hui nous allons parler, vous l'aurez compris, de Monsieur Ayrton Senna, 30 ans qu'il nous a quittés, déjà. Mais étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur le week-end d'Imola 94 du 1er mai, et bah aujourd'hui on va parler de son histoire dans sa globalité, parce que il y a beaucoup à dire. Ayrton Senna, ce n'est pas que 1er mai 1994, Ayrton Senna c'est une carrière riche, bien remplie. Et le jeune Ayrton naît le 21 mars 1960 à Sao Paulo. Il est le fils de Milton da Silva et de Neide Senna da Silva. Et le petit Ayrton est le second de sa famille puisqu'il a une sœur Viviane et un petit frère Leonardo qui est de 6 ans son cadet. Et le jeune Ayrton n'est pas un enfant défavorisé puisque son père est gérant d'une société de métallurgie. Donc voilà, il grandit dans la banlieue riche de Sao Paulo. Pas de problème à déplorer dans son enfance, de problèmes financiers, de malnourriture, comme ont pu l'être certains footballeurs comme Ronaldinho, Neymar ou d'autres. Et son père était également un pilote certes, pas un très haut niveau, mais un pilote quand même, et il avait dit à sa femme que s'il avait un garçon, eh ben il lui fabriquerait un kart, une promesse qu'il a tenue, et qu'il a bien fait de tenir. Et le jeune Ayrton, dans son enfance, eh ben c'était pas un enfant calme, hein. Il était un peu hyperactif, il était bagarreur à l'école et en plus il était mauvais perdant dans tout ce qu'il faisait, que ce soit au ping-pong, aux cartes à jouer aussi. Visiblement, il aimait pas perdre. Et il rencontre son idole Emerson Fittipaldi pour la première fois à l'âge de 12 ans sur les circuits d'Interlagos lors d'une séance de roulage. Voilà, globalement, c'est comme si moi j'allais croiser Leclerc à mon karting. Mais bon, visiblement son père il a des contacts un peu plus développé que moi. Et un jour, sur le circuit d'Interlagos, Senna il fait sa première course. Bah oui, il fallait que ça arrive à un moment donné. Sauf qu'il avait 8 ans, et que ses adversaires en avaient entre 18 et 25. Ça donne déjà le ton. Et ça, c'est Ayrton qui l'a expliqué, comme il était le plus jeune, son numéro a été tiré en premier, puis il partait en pôle de sa première course, au hasard, mais déjà en pôle. Et il a expliqué qu'il a mené la course pendant très longtemps, parce que les autres étaient plus rapides que lui dans les virages, mais que comme il avait 8 ans et qu'il était bien plus léger, dans les lignes droites, il était indoublable. Bon, finalement, il y a quelques personnes qui ont réussi à le doubler, et en étant trop gourmand sur une personne, enfin voilà, quelqu'un qui essaie de le doubler, et lui était trop gourmand, il a dû abandonner, mais une première expérience déjà, où il tient des mecs qui ont 10 ans de plus que lui. Donc, costaud. Il explique aussi que sa première course sous la pluie, c'était une catastrophe, et que du coup, il allait beaucoup s'entraîner sous la pluie. Visiblement, l'entraînement a payé. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. Et voyant un gros potentiel dans son fils, Milton da Silva il décide de demander au Che, l'ancien préparateur des cartes de Christian et Emerson Fittipaldi, de l'aider à préparer les cartes de son fils, et ce dernier il voit Senna rouler, et il accepte. Ce qui en dit quand même assez long sur le talent du bonhomme. Et évidemment qu'il est doué, et évidemment qu'il remporte le titre de champion d'Amérique du Sud de karting en 1977, et entre 1978 et 1982, il va participer au championnat du monde de karting, et il va finir 2 fois vice-champion du monde en 79 et en 80, et 2 fois pour pas grand-chose. En 79, il perd le titre parce que le règlement a changé, parce que s'il y avait égalité, c'était le résultat de la 3e finale qui était pris en compte auparavant. Et c'était Senna qui avait gagné la 3e finale, mais le règlement a changé et c'était le résultat de la manche qualificative qui était pris en compte. Et Senna, il n'était pas premier de la manche qualificative, et donc, à égalité de points, il perd le titre. Alors que l'année précédente, pour la même situation, il l'aurait gagné. Voilà, il n'était pas très content, vous vous en doutez. Et puis en 1980, il a un rival, et il faut qu'il termine 3e si son rival ne gagne pas. Il a un moteur merdique pendant toute la course, il compense, il est 3e, il tient, et le mec qu'il ne doit pas gagner est 2e, donc tout va bien. Sauf qu'à 3-4 tours de l'arrivée, le mec passe. Évidemment, encore une fois la dernière course. Et après en 80 et en 82, il est un peu plus loin. Mais du coup, voilà, pas de titre de champion du monde de karting pour Senna. Assez surprenant d'ailleurs. Et en 1980, tout aurait dû s'arrêter pour Ayrton parce que son père voulait qu'il lui succède à la tête de son entreprise.
Sauf qu'Ayrton, il voulait pas, vous vous en doutez bien. Du coup, il est parti faire un test en Formule Ford en Angleterre, un test concluant, et il a finalement convaincu son père de lui financer la moitié du budget qu'il fallait pour entrer en Formule Ford. Donc Ayrton, il va faire ses débuts en Formule Ford en 1981. Et pour sa première saison en monoplace dans l'écurie de Ralph Fierman, Senna, c'est 18 podiums et 12 victoires en 20 courses. Et le titre, dans les 2 championnats auxquels il participe, vous vous en doutez bien. Mais encore une fois, tout aurait dû s'arrêter puisque son père le rappelle, mais Senna va finir par le convaincre au Brésil et repart finalement embrasser son destin. Il change de catégorie, il était en Formule Ford 1600, il passe en Formule Ford 2000 pour 1982. Dans le championnat anglais, britannique de Formule Ford 2000, Senna, c'est 16 victoires et 18 podiums en 19 courses. Donc autant vous dire que le titre est acquis de manière assez facile. Le championnat européen, c'est un peu la même, puisque 6 victoires en 9 courses, c'est bien. Et évidemment, il est champion du monde. 6 victoires en 9 courses, il est champion du monde, il n'y a pas d'autre option. Et sa carrière prend alors un tournant inattendu. Ou pas d'ailleurs. Mais Ayrton, il va peut-être faire une connerie à ce moment-là, puisqu'il y a Ron Dennis qui lui propose un volant en Formule 3 pour 1983, et Ayrton y refuse. Alors là, on se dit, Ron Dennis, patron de McLaren, pourquoi tu le refuses ? Ayrton y refuse, parce qu'il dit, moi je signe avec toi, que si tu me garantis une place en F1 après. Sachant qu'à cette époque, McLaren c'est plus la meilleure voiture, mais ça va vite le redevenir. Ayrton fait peut-être une erreur à ce moment-là. Il est malgré tout engagé en 1983 en Formule 3, donc en F3, et il survole le championnat au début, puisque en 9 courses, c'est 9 victoires et 8 pôles. C'est costaud. Mais la deuxième partie de saison est dominée par Martin Brundle et Senna, ils enchaînent les abandons, et le titre est en train de tourner, malgré un début de saison parfait globalement. Et ça va se jouer à la dernière course, Brundle arrive avec 1 point d'avance, mais il doit quand même gagner, parce qu'il n'y a que les 17 meilleurs résultats qui sont pris en compte. Et ce week-end-là, Senna, comme par hasard, il se réveille, pôle, victoire, meilleur tour, et le titre, c'est plié. Voilà, Senna, champion de F3 1983. Et lors de cette année 1983, en juillet, il découvre la Formule 1 dans une Williams prêtée par Frank Williams, donc sur le circuit de Donington Park. Et Senna va bluffer tout le monde, puisqu'il va exploser le chrono de Jonathan Palmer, qui était lui le champion de F2 en titre, et qui avait déjà fait plusieurs chronos sur cette même piste et plusieurs essais. Senna, premier essai, il lui met 1 seconde 6. Sur un circuit où tu fais le tour, Senna, du coup, c'est en 1 minute 1 dixième. Bon, voilà. Plus tard dans l'année, il fera un test avec McLaren sur le circuit de Silverstone en compagnie de Stefan Beloff et Martin Brundle, son rival de la F3. Et encore une fois, il sera le plus rapide de la session, évidemment. Toujours à Silverstone, il essaiera une Toleman en novembre et fera 1 seconde de mieux que le chrono de Derek Warwick, le titulaire de la Toleman. Voilà, s'il commence à battre les pilotes qui sont déjà sur la grille. Et en novembre, le 14 novembre, il se rend au Castellet pour faire un test avec Brabham qui vient de remporter le titre avec Nelson Piquet. Et cette fois, il va pas plus vite que les 2 titulaires, mais il va déjà vite et impressionne les ingénieurs. Et Bernie Ecclestone, qui est le patron de Brabham, il veut à tout prix signer Senna. Mais en attendant de savoir pour quelle équipe il roulera en Formule 1 l'année prochaine, parce que oui, il y a du monde qui toque à sa porte, et Senna, il va à Macao tout casser en Formule 3 une nouvelle fois, puisque sur le week-end de Macao, c'est la pole, la victoire dans les 2 courses et le meilleur tour. Donc voilà, il est venu tout casser. Et c'est finalement chez Toleman qu'il va signer pour 1984, puisque chez McLaren c'était bouché avec Prost et Lauda. Pareil chez Williams et chez Brabham, c'est Nelson Piquet, son compatriote, le Carioca, qui n'a pas voulu d'Ayrton Senna à ses côtés. Voilà, Carioca, Paulista, ils s'aiment pas trop en général. Et clin d'œil de l'histoire, son premier Grand Prix est au Brésil, et pour son premier Grand Prix au Brésil, il colle 2 secondes en qualif à son coéquipier. Il marque son premier point à Kyalami lors de la manche suivante, mais c'est à Monaco qu'il va se révéler aux yeux du monde. Et pour son premier roulage dans les rues de Monaco, Ayrton se qualifie 13e. Ce qui est très bien avec sa machine, mais lui il relativise, il est à 2 secondes d'Alain Prost. Oui, déjà perfectionniste, mais 13e avec sa poubelle, c'est déjà très bien. Et chose qui n'a pas été précisée, mais à Monaco, Toleman a les mêmes pneus que McLaren pour la première fois de la saison, et en course, ils vont avoir les pneus pluie tendres, les mêmes que la McLaren, parce que Monaco 84, la piste est détrempée, mais Ayrton,
il sait y faire sous la pluie. Parti 11e, au bout de 11 tours, il est 6e. Voilà, déjà à 36 secondes de Mansell. Et le festival n'est pas fini. Mais il fait une erreur à la piscine et fausse sa direction, puisqu'il tape le trottoir et sa direction est faussée. Ça va pas l'empêcher de doubler le Boreto, ça va pas l'empêcher de doubler Rosberg, et ça va pas l'empêcher de doubler Lauda par l'extérieur à Sainte-Dévote. Impressionnant. Et Mansell, qui s'est mis au tas tout seul à Mirabeau, et bah Senna il est 2e derrière Prost, et il remonte à un rythme fantastique. Et alors qu'il est à moins de 5 secondes d'Alain Prost, il le voit dans la ligne droite de Sainte-Dévote s'arrêter, devant le drapeau rouge et devant le drapeau à damier que lui franchit. Il pense avoir gagné la course, mais non, en cas de drapeau rouge, c'est le tour précédent qui compte. Et donc Ayrton se sent déjà volé par les instances, mais non, cette fois le règlement a bien été appliqué, il finit 2e à Monaco, une performance légendaire. À Détroit, il va bluffer Pat Simons, puisque en course, il fait 2 têtes à queue au même endroit, il abandonne et il rentre au stand et il dit « le mur a bougé, c'est pas ma faute, c'est le mur qui a bougé ». Un mur de 20 tonnes. Et puis en allant vérifier, le mur avait vraiment bougé. C'est dire à quel point il était précis dans ses trajectoires. Après, bon, il y a eu des hauts et des bas dans la saison de Toleman, normal, mais il finit l'aventure Toleman sur un podium au Portugal. 2 podiums pour cette équipe, qui est une équipe modeste, très bien. Et Senna signe chez Lotus pour 1985. Et son coéquipier, cette fois, c'est plus Johnny Cecotto, c'est Elio De Angelis. Et Elio De Angelis, c'est une référence sur la grille. Ça va pas empêcher Senna, pour son 2e Grand Prix chez Lotus, de prendre la pole et de mettre une seconde à son coéquipier. Et sur le circuit d'Estoril, le dimanche, il pleut. Et c'est là qu'il va gagner son surnom de Magic, puisque là où tout le monde part à la faute, et Ayrton, alors il expliquera lui cette fois aussi quelques frayeurs, mais il reste sur la piste pendant toute la course, et il domine. Il est parti au départ, et on ne l'a jamais revu. Et c'est comme ça qu'Ayrton Senna remporte sa première victoire en Formule 1. Et c'est une victoire avec la manière, puisqu'il n'y a que Michele Alboreto qui est 2e, qui est dans son tour. C'est simple, il a mis un tour à tout le monde sauf au 2e. Et Senna va ensuite enchaîner les pôles et les abandons aussi. Voilà, il est très rapide en qualif, mais soit sa mécanique le trahit, soit lui est parfois trop gourmand en piste. Mais sur un tour, il est imbattable, même avec une Lotus qui n'est pas la meilleure voiture du plateau. Mais à Spa, qualifié 2e derrière Prost dans une course aux conditions changeantes, il va aller chercher sa 2e victoire de la saison, et sa 2e victoire de sa carrière. Et sa première saison avec Lotus est extrêmement positive de son point de vue, 7 pôles, 6 podiums, 2 victoires, 4e au classement, il est déjà plus très loin des meilleurs. Première course de la saison 86 et première pole à domicile au Brésil sur le circuit de Jacarepaguá, dans la banlieue de Rio. Il termine 2e derrière le local de l'étape Nelson Piquet, et les deux qui ne s'apprécient toujours pas, hein, voilà. Et Nelson il est très content d'avoir gagné, et Ayrton je pense qu'il n'est pas content de s'être mangé une demi-minute par Nelson. Mais en début de saison, le moteur Honda fait des ravages sur la Williams, et que ce soit les McLaren comme les Lotus, contentent un peu des miettes. Mais 2e course de la saison à Jerez de la Frontera, et 2e pole pour Ayrton qui domine la course, mais derrière lui il a un Nigel Mansell très pressant, qui à 10 tours de l'arrivée, il trouve qu'il a un problème sur ses pneus, il s'arrête, il passe Prost, à 8 tours de l'arrivée, il est à 20 secondes de Senna, c'est beaucoup 20 secondes, et 2 tours de l'arrivée, il est dans le cul de Senna, et Ayrton va s'imposer pour 1 mètre sur la ligne d'arrivée. Première victoire de la saison pour Ayrton, une belle victoire. A noter que grâce à cette victoire, Ayrton mène pour la première fois le championnat du monde de Formule 1. Et sa 2e victoire de la saison, qui sera d'ailleurs sa dernière de cette saison-là, se déroule à Dallas. Pole, évidemment, vous doutez bien. Et puis Senna domine, crève, s'arrête et va aller redoubler tous ceux qui l'ont doublé pendant qu'il était au stand, et s'impose. Voilà. Et malgré que cette saison soit plus prolifique que la précédente, puisque Ayrton en 86, c'est 8 pôles, 8 podiums et 2 victoires, il est encore 4e au championnat du monde, mais il est déçu parce que 7 abandons c'est trop, et le moteur Renault, il n'est pas à hauteur du niveau Honda, mais pour 87, il a obtenu de Lotus qu'ils aient des moteurs Honda. Donc à partir de 1987, Ayrton aura les mêmes moteurs que les Williams. Mais bien qu'il ait le moteur Honda des Williams, bien que Lotus ait créé une sorte de suspension active, c'est pas encore au point, et Senna il ne va signer qu'une seule pole dans la saison à Imola, lui qui est pourtant le roi de la pole. Mais sa suspension active sera un avantage sur les circuits urbains, et notamment à Monaco où il va s'imposer pour la première fois de sa carrière.
Et il enchaîne avec une seconde victoire consécutive dans les rues de Détroit qui lui permettent de prendre la tête du championnat du monde avec 2 points d'avance sur Prost, 8 sur Piquet et 12 sur Mansell. Et bien qu'il finisse 3ème du championnat du monde, Ayrton il est déçu. Une pole de victoire et 8 podiums, c'est pas assez pour lui, il est ambitieux. Et l'ambition, il va se donner les moyens de son ambition, puisque en 1988, il rejoint McLaren et emporte avec lui le moteur Honda, chez la marque britannique. Mais cette fois-ci, son coéquipier, c'est une autre paire de manches, puisque c'est plus Johnny Cecotto, c'est plus Johnny Dumfries, c'est plus Elio De Angelis, qui est pourtant très bon, mais c'est Alain Prost, double champion du monde. Et cette saison 88 sera la saison la plus dominatrice de l'histoire, pas d'un point de vue pilote, mais d'un point de vue équipe, puisque McLaren prend 15 des 16 pôles et 15 des 16 victoires, Ayrton qui en rafle 13 des pôles et 8 des victoires, et qui devient logiquement champion du monde pour la première fois, même si ça a été tendu avec Alain Prost. Et s'il y a 2 courses à retenir dans cette saison record, c'est Monaco. Tout d'abord, Monaco où Ayrton signe une pole fantastique avec 1 seconde 5 d'avance sur Alain, mais par excès d'ego en course, va finir par se cracher au portier, puisqu'il voulait pousser, alors qu'il avait déjà presque 1 minute d'avance sur Prost, ça servait à rien. Et une autre course à retenir, c'est celle de Suzuka, celle du titre, où qu'est-ce qu'il fait Suzuka? Ayrton, il prend la pole, 13 pôles dans la saison, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous tromper. Ayrton prend la pole à Suzuka, mais il cale au départ, et il finit par démarrer, il est 14ème, il remonte tout le paquet, il va chercher Prost au 30e tour à peu près, et il gagne. Voilà, champion du monde pour la première fois, et c'est mérité. Mais la saison 89 sera plus compliquée que la saison 88, puisque Ayrton il signe 13 pôles sur 16 une nouvelle fois, mais McLaren ne gagne que 11 courses. Alors certes, c'est largement suffisant pour s'assurer le titre constructeur, mais au championnat pilote, on a assisté à un dénouement épique. Durant cette saison, c'est 6 victoires pour Ayrton, 4 pour Alain, oui, mais Alain a été beaucoup plus régulier qu'Ayrton, et en arrivant à Suzuka, les choses ont bien changé dans leur relation. Et pour le comprendre, il faut remonter à Imola, où Ayrton avait signé la pole devant Alain, et où, avant la course, il lui fait un pacte de non-agression. Grosso modo, il lui dit « Celui qui est devant à la Tosa au premier tour, il reste jusqu'à la fin de la course. » Ce à quoi Prost dit « Ok, premier départ, Ayrton s'envole, tout va bien. » Mais drapeau rouge, Berger dans le mur, 2e départ. Et cette fois-ci, c'est Prost qui prend la tête, mais Senna va le passer à la Tosa en plongeant à l'intérieur. Et tension entre les coéquipiers. J'en ai déjà parlé plus précisément dans ma vidéo Senna-Prost, les rivaux, je vous la mettrai dans la description. Mais grosso modo, il y en a un qui dit qu'il n'y a que le premier départ qui comptait, et l'autre qui dit « Bah non, c'est un 2e départ, donc je peux t'attaquer. » Voilà. Les positions divergent, et ça plaît pas à Ayrton, ni à Alain d'ailleurs. Et la guerre psychologique s'installe entre les deux qui ne se parlent plus et se retrouvent donc à Suzuka pour la dernière manche de la saison. Senna en pole, Prost qui prend un meilleur départ, comme assez souvent, et puis il y a ce fameux crash à la chicane. Moi, je l'ai déjà dit, et je le répète, pour moi, c'est la faute de Prost sur cet accrochage. La suite, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, comme je vous l'ai dit, mais Senna lui repart, Prost abandonne, il se fait pousser par les marshals dans l'échappatoire, fait un tour avec un aileron cassé, rentre, change aileron, 5 tours, va passer Nannini dans l'avant-dernier tour et s'imposer, prolongeant la bataille pour le titre jusqu'à Adelaide. Enfin ça, c'est ce qu'il pense, parce que Prost est monté chez les commissaire Jean-Marie Balestre, français, Prost, français. Vous faites le lien, vous le faites pas. Je pense que j'ai donné assez d'indices. Mais voilà, Senna disqualifié pour ne pas avoir parcouru la distance réglementaire. Grosso modo, il a coupé l'échappatoire, il n'a pas fait toute la distance de course, donc il est disqualifié. Et suite à cette disqualification, c'est donc Prost qui est champion du monde en 89, un Prost qui part chez Ferrari pour la saison 90, un départ qui a été annoncé au Grand Prix de France, ou au Grand Prix d'Italie, je ne sais plus, mais ici on parle d'Ayrton Senna. Et Senna, il le digère très mal, cet épisode. Mais après, c'est pas ici qu'il a perdu le titre à mon sens, parce que cet abandon dans la saison, c'est beaucoup trop face à un Prost qui, comme je l'ai dit, a été plus régulier. Et Ayrton, il sait même pas s'il va participer à la saison 90. Il a besoin de réfléchir. Et il avait bien dit que, grosso modo, ce qu'il pensait,
que c'était un peu manigancé par Balestre, et il se mange une grosse amende, 100 000 $, et Balestre demande des excuses officielles et publiques à son encontre, enfin à son égard, pour que Senna puisse participer à la saison 90. Et Senna, bon, il a de l'ego et il veut pas s'excuser. Et le 1er février, quand la liste des engagés sort, et bah c'est Jonathan Palmer qui est mis à côté de Gerhard Berger chez McLaren. Puis dans la journée, c'est rectifié parce que Senna a finalement présenté ses excuses à Balestre. On peut pas dire que ça a été très sincère, mais Senna sera là pour 90 et une nouvelle bataille avec Alain Prost qui est cette fois chez Ferrari. Et 6 victoires et 10 pôles en 16 Grands Prix suffisent pour donner le titre à Ayrton, malgré une belle lutte avec la Ferrari d'Alain Prost, un Alain Prost qui une nouvelle fois aura été dangereux toute la saison et toujours très régulier par rapport à Ayrton qui a été moins régulier. Mais encore une fois, il y a eu un final très polémique à Suzuka, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, vraiment allez la voir, ça sera plus détaillé, mais je vais vous le rendre. Je suis obligé d'en parler dans cette vidéo. À Suzuka, Ayrton signe de la pole une nouvelle fois, une pole qui est sur le côté sale de la piste. Ayrton demande à ce qu'elle soit décalée sur le côté propre. Les organisateurs acceptent. Balestre annule la décision. Senna reste sur le côté sale. Et il voit encore ici une manigance de Balestre pour favoriser Prost. On ne parle pas du briefing d'avant-course où on autorise les pilotes à passer par l'échappatoire à cause duquel il a été disqualifié l'année précédente. Senna, il pète un peu un câble à ce moment-là. Et il dit dans la presse que Prost le sache, je serai le premier au premier virage. Comme anticipé, Alain fait un meilleur départ, et Ayrton, il voit un trou au premier virage, un trou qui n'existe pas, plonge, va dégager Alain, abandon pour les deux. Ayrton est champion du monde, lui qui avait 9 points d'avance en arrivant à cette course. Et cette fois-ci, pas de Balestre dans les pattes, puisqu'il est resté à Paris, mais polémique, et un accrochage volontaire qu'il reconnaîtra un an plus tard. Œil pour œil, dent pour dent. 10 pôles et 6 victoires au cours de cette saison, il est champion du monde pour la 2e fois. Et il rentre un peu plus dans l'histoire, évidemment. Pour la saison 91, on change d'adversaire, ce n'est plus Prost, ce n'est plus Ferrari, ce n'est plus son coéquipier, mais c'est Nigel Mansell sur sa Williams. Et alors qu'au début de saison, tout semblait se dérouler pour le mieux pour Ayrton, puisqu'il a enchaîné les 4 premières victoires de la saison, et bah la Williams, elle s'est révélée en deuxième partie de saison et est venue lui causer du tort jusqu'à Suzuka, où Mansell, en se sortant de la piste tout seul, a offert le titre à Senna. Mais de cette saison 91, il y a un Grand Prix à retenir. Le Grand Prix à retenir de cette saison 91, c'est définitivement Interlagos, parce que oui, Grand Prix au Brésil, retour sur les terres d'Ayrton Senna. Il signe la pole, comme assez souvent au Brésil, mais la victoire jusqu'ici, elle lui a toujours échappé, et celle-là, c'est la victoire la plus dure de sa carrière. Il résiste en début de course à un Mansell pressant qui va finir par casser sa boîte de vitesse. On se le dit alors, il est tranquille, mais Senna, sa boîte de vitesse, elle coince un peu aussi, et puis il perd toutes ses vitesses une par une. Mais 2 rapports tiennent encore, et Senna il met la 5 et espère que ça tienne jusqu'au bout, sauf que arrivé en 5e dans des virages lents, autant vous dire que la voiture peut caler à tout moment, et que ses bras souffrent énormément, et derrière il y a Patrese qui remonte comme une fusée, mais à quelques tours de l'arrivée, c'est la pluie qui va venir le sauver, une pluie salvatrice, une pluie qu'il attendait finalement, puisque Magic sous la pluie, et une pluie qui va lui offrir sa première victoire à domicile dans des conditions affreuses physiquement pour lui. Et à l'arrivée, son cri de soulagement, de douleur, de joie, tout était mêlé. C'est la radio la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Triple champion du monde à l'issue de cette saison 91 bouclée avec 8 pôles et 7 victoires, Ayrton Senna est le meilleur pilote de la grille, mais la McLaren ne sera plus la meilleure voiture en 92. Parce que sur la deuxième partie de saison, la meilleure voiture, c'était plus la McLaren, c'était la Williams. Une Williams qui développe une suspension active, tandis que McLaren est en train de finaliser sa boîte de vitesse automatique. Enfin, semi-automatique. Mais il y a un écart de développement de technologie entre les deux machines,
Et la saison 92 va le révéler. Et cette saison 92 sera dominée par Nigel Mansell qui va signer 14 pôles et 9 victoires en 16 courses. Il bat un record d'Ayrton, d'ailleurs le record des 13 pôles de Senna est battu. Et lui, Ayrton, il va prendre 3 victoires dans la saison, mais il n'est pas satisfait de sa McLaren. Il prend sa traditionnelle victoire à Monaco, le circuit où il est invincible depuis 1989. Voilà, Ayrton, c'est 6 victoires à Monaco, celle-là c'est sa 5e, oui déjà. Et il a dû se battre pour la chercher parce que c'était pas gagné. Mansell était leader loin devant, mais il a senti un truc bizarre dans le pneu, il s'est dit tiens je vais m'arrêter. Et puis il est ressorti derrière Senna, et il a klaxonné pendant 5 tours derrière sans réussir à passer alors qu'il était 2 secondes au tour plus vite. Une victoire solide, très solide Ayrton pour pas craquer. Il va ensuite gagner à Budapest où Mansell gagne le titre, quelques courses avant la fin de la saison, même assez longtemps avant la fin de la saison. Et il va gagner aussi à Monza. Voilà, une saison assez neutre pour Ayrton qui finit 4e du championnat du monde, derrière les 2 Williams et Michael Schumacher sur sa Benetton. A noter qu'il n'a qu'une seule pole, l'exercice dans lequel il excelle pourtant. C'est assez triste, mais cette saison-là, oui, il n'y avait rien à faire. Et à l'issue de cette saison 92, Ayrton, il doute de son avenir, et il va aller tester une Penske, une voiture qui a gagné les 500 miles d'Indianapolis aux mains d'Emerson Fittipaldi, parce qu'ils ont le même sponsor, et il jugera ce test comme concluant, ce qui met un peu la pression sur Rob Dennis et sur McLaren qui s'est en plus séparé de Honda. Ils vont avoir un moteur Ford client, même pas le moteur officiel qui est réservé à Benetton. La saison promet d'être dure, mais Ayrton y fixe ses conditions. Si Ron Dennis veut qu'Ayrton pilote pour lui, c'est $1 million par course. Et au début de la saison, c'est un contrat par course. Mais lors du premier Grand Prix de la saison, Ayrton va montrer qu'il est surmotivé à l'idée de battre Alain Prost. Il se qualifie à moins d'1 dixième de son rival français, va le doubler au départ et finir 2e avec une machine qui est pourtant bien inférieure à la Williams. On va voir du beau spectacle en 93. Oui, alors ça c'est ce qu'on pense après la première course, mais après les qualifs au Brésil où les 2 Williams mettent 2 secondes à la McLaren d'Ayrton Senna, on se pose de grosses questions. Et puis en course, il prend un stop and go, malheureusement, pour avoir doublé sous drapeau jaune. Il s'exécute, ressort 4e des stands, et là la pluie commence à tomber. Il est le premier à mettre les pluies. Prost sort tout seul, il est 2e au moment où la safety car derrière Damon Hill et va aller chercher le pilote Williams et s'imposer une 2e fois à domicile. Bravo, parce qu'avec cette machine, comparée aux Williams, faut le faire. Et à Donington, il va réaliser le tour du siècle. Pas en qualif, mais au départ, puisqu'il se qualifie 4e derrière les 2 Williams et derrière Schumacher, passe 5e à l'extinction des feux, et puis à la fin du premier tour, il sera premier parce que la piste est mouillée, que c'est le meilleur pilote sous la pluie, et que voilà, il est le meilleur sous la pluie, c'est tout. Et ce jour-là, il l'a montré. Et cette victoire de Senna, elle va aller humilier les Williams, mais à un point vous imaginez pas, puisque oui, il va s'imposer avec 1 minute et demie d'avance sur Damon Hill et 1 tour sur Prost. Une Williams qui est pourtant bien plus rapide. Imaginez la Williams aux mains de Senna. Le meilleur pilote sur la grille, c'était lui, et il l'a prouvé. À Monaco, son circuit fétiche, il se qualifie 3e derrière Prost et Schumacher. Prost, il prend un faux départ, pénalité de 10 secondes, Schumacher prend la tête, abandonne, victoire d'Ayrton devant Damon Hill, sa 6e à Monaco. Il dépasse le record de Graham Hill qui était de 5. Voilà, business is business. Et en plus, il mène le championnat. Mais après Monaco, c'est la disette pour Ayrton qui va devoir attendre les 2 dernières courses de la saison pour s'imposer à nouveau au Japon. Encore une fois, une course marquée par la pluie. Ayrton, dès qu'il y a de la pluie, son talent se révèle encore plus. Puis à Adélaïde, où sur le sec, il va dominer Alain Prost. Et la belle image du podium où il va tirer Alain par la manche pour l'inviter sur la plus haute marche avec lui, Alain Prost qui prend sa retraite définitive. Et Ayrton qui va le remplacer chez Williams en 94. A noter qu'Ayrton y termine 2e au championnat du monde, avec 4 victoires, mais une seule pole. C'est dire à quel point l'écart était grand entre les McLaren et les Williams. Et en 94, alors qu'il s'attend à retrouver une voiture aussi compétitive que la Williams de 93, et lors des essais de pré-saison, il n'est pas à l'aise du tout dans sa voiture, la position de conduite ne lui convient pas, et il demande des modifications. Malgré tout, il signe la pole au Brésil et mène la première partie de course avant que Schumacher ne le double
aux arrêts au stand, et puis Senna, en essayant de le rattraper, part en tête à queue et cale. Abandon. Nouvelle pole au Grand Prix du Pacifique et nouvel abandon après un crash au départ avec Nicolas Larini. Et Ayrton, du coup, il est frustré, il a une voiture qui est rapide mais difficile à piloter, et il soupçonne la Benetton d'utiliser une technologie interdite qui est l'anti-patinage. Il s'en plaint et il arrive à Imola avec l'esprit pas clair. Il va signer la pole à Imola, une belle pole, malgré des circonstances très noires puisque son ami Rubens Barrichello s'est blessé le vendredi dans un accident où on a craint pour sa vie, et Roland Ratzenberger s'est tué le samedi dans la courbe de Tamburello. Senna n'avait encore jamais vu un pilote se tuer devant ses yeux, et ça le secoue. Mais par rapport au week-end d'Imola 94, j'en ai fait 3 vidéos dédiées que je vous mettrai aussi dans la description, où je reviens en détail sur les 3 jours de ce week-end noir. Et Ayrton, après les qualifs, il a plus envie de faire la course. Voilà, il a pas envie, il est pas à l'aise dans la voiture, et il y a Sid Watkins qui lui dit « Mais viens, on fait pas la course, et puis on ira pêcher la semaine prochaine. » C'est pas un problème. T'as 3 titres de champion du monde, t'es le meilleur pilote sur la grille, t'as rien à prouver à personne. Mais Senna, le dimanche, il va rouler. Mais le dimanche, Ayrton décide de rouler. Au warm-up, TF1 diffuse un petit message pour Alain Prost venant d'Ayrton, où il dit « Tu nous manques, tu me manques ». Et voilà, il parlait beaucoup sécurité entre eux depuis la retraite d'Alain. Mais Ayrton, il est plus atteint que d'habitude. C'est quelqu'un qui est très émotif, mais là, il laisse transparaître ses émotions. Et Ayrton va laisser transparaître ses émotions sur la grille de départ, puisque il se décasque en attendant l'extinction des feux, chose qu'il ne fait jamais d'habitude, qu'il avait déjà fait à Aïda lors de la course précédente, mais c'est quelque chose qui ne lui arrive vraiment jamais. Et le départ, encore un crash, des gens blessés dans les tribunes, des pneus qui volent de partout. Safety car. Ce week-end noir va mal se finir pour Ayrton. Puisqu'à la relance, il pousse pour distancer Schumacher, et un tour après la rentrée de la safety car au stand, il s'engage dans la courbe de Tamburello pour la dernière fois. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. Il s'engage dans la courbe de Tamburello pour la dernière fois, puisque la Williams décroche et va s'encastrer dans le mur à près de 230 km/h. Sur le coup, ça paraît moins violent que Ratzenberger, ça paraît moins violent que Rubens Barrichello, mais ça paraît très violent quand même. Et ce magnifique dessin, c'est l'image que tout le monde aurait aimé voir, celle d'un Ayrton qui sort de sa monoplace et qui rentre au stand par ses propres moyens, mais c'est pas ce qui se passe. L'hélicoptère guette le moindre mouvement d'Ayrton qui pourrait laisser un peu d'espoir, mais non. Pas de mouvement à part un léger mouvement de tête, mais un mouvement de muscle qui se relâche, un mouvement d'une personne qui est en train de mourir. Et lorsque Sid Watkins arrive sur les lieux, il découvre tout de suite la tête d'Ayrton Senna, et il comprend que ça sera fatal, et son décès sera annoncé à l'hôpital de Bologne, donc le 1er mai 1994, suite à ce crash dans la courbe de Tamburello. Mais finalement, mourir comme ça, c'était son souhait. Il l'avait lui-même dit « Si la mort doit me prendre, alors qu'elle me prenne en plein virage, en pleine course, car je ne me vois pas finir ma vie dans une chaise roulante. » Lui qui était très croyant, finalement, peut-être que ses prières ont été exaucées. Et Ayrton quitte ce monde avec 41 victoires et 65 pole positions, ce qui est le record à l'époque de pole position. En victoire, il est 2e derrière Alain Prost. Depuis, ils ont été battus par plusieurs pilotes, mais son record de pole position aura tenu longtemps, battu par Schumacher, puis par Hamilton. Mais voilà, personne ne mettra en doute que Senna était sûrement le meilleur pilote sur un tour de l'histoire, et le meilleur pilote sous la pluie de l'histoire. Et globalement, il y a beaucoup de personnes, même qui ne suivent pas la F1, qui se rappellent de ce qu'elle faisait le 1er mai 1994, parce que c'est un événement qui a marqué les gens. Parce que l'aura de Senna, parce que le décès d'un sportif, moi j'étais pas né, donc je peux pas vous dire, mais il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent, et c'est pas le fruit du hasard.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif 500 d'ici la fin de l'année, ça coûte rien et ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi pour le référencement, c'est important, à aller voir les épisodes dédiés à la rivalité entre Alain Prost et Ayrton Senna et aux vidéos dédiées sur le week-end d'Imola 94. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.